Alors, est-ce que celui qui pose un acte de rébellion peut-il être considéré comme un militaire républicain? Oui? Allons-y. Celui qui pose un acte de rébellion peut-il être considéré comme un militaire républicain? Quelle est votre réponse? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Continuez à ne pas avoir de réponses. Je continue. Savez-vous qu'à cause de ces actes de violence par lesquels vous vous êtes illustré, Feu général Lansana Conté a été obligé de rappeler général Sekouba Konaté à l'effet de venir pacifier nos camps. Vous vous rappelez de ça? En lui confiant le commandement du bâtard. Vous vous rappelez de ça? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Tout le peuple de Guinée a vécu ça. C'est lui qui est venu pacifier nos camps. Voilà. Et dans ces conditions, vous, mon colonel, qui êtes parvenu à essuyer des tirs de tout genre, quels étaient vos secrets? Qu'est-ce qui vous permettait, pendant que d'autres tiraient sur vous, vous parvenez à essuyer ces tirs, à être imperméable aux balles? Et quels étaient vos secrets? Je veux bien le savoir. Le tribunal veut bien le savoir. Le peuple de Guinée veut bien le savoir. Quels étaient vos secrets? Je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, dans ces conditions, est-ce que on peut être étonné que mon commandant Abouakar Toumba Diakité parvienne à mettre en déroute tout un contingent qui était dirigé par Dadis contre lui? Cela peut être extraordinaire pour vous? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. On continue. Alors, dans ces conditions, vous qui êtes parvenus à déstabiliser, vous qui êtes parvenus à vous illustrer aux yeux du peuple de Guinée, aux yeux des pouvoirs qui se sont succédés, à travers des actes de violence, est-ce que vous pouvez nous dire que si, après Dadis, et général Sekouba vous a retenu au poste, et vous l'avez dit ici, au portefeuille vide de contenu, il vous a maintenu à ces portefeuilles. Après, le président Alpha Condé est venu, il a fait autant. Est-ce que, n'est-ce pas, c'est à cause des actes de violence par lesquels vous vous êtes illustrés, les actes de violence qui ont eu à déstabiliser les pouvoirs de leurs prédécesseurs, qu'on a continué à vous maintenir, et non à cause d'une quelconque prouesse, et non à cause d'un quelconque héroïsme? Oui ou non? Non. On continue. Et lorsqu'un ordre est donné par un président de la République, il demande à un chef d'état-major: je voudrais qu'il y ait une réunion des états-majors particuliers et qu'au cours de cette réunion, il soit décidé que tous les militaires soient consignés et que cela débouche sur une décision. N'est-ce pas là une consigne générale, oui ou non? N'est-ce pas une consigne générale qui s'applique à tout militaire? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Et si c'est une consigne générale, ça devient une décision, ça devient une loi qui a force à l'égard de tout militaire. Alors, dans ces conditions, puisque
l'article 601 du Code pénal qui était applicable à l'époque était clair. Disposait ainsi qu'il suit. Est puni de 2 à 6 mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale. Et cet article ne prévoit aucune exception. Si le président de la République viole cette consigne, est-ce qu'il n'aurait pas violé une consigne générale? Vous, en vous demandant de vous rendre à votre mission imaginaire, n'est-ce pas? Le président de la République a violé cette consigne. Oui ou non? Non. Ok, je continue. Alors, lorsqu'un président donne un ordre et cet ordre est adopté en tant que consigne générale, s'appliquant désormais à tout militaire, c'est comme une décision de justice. Monsieur le Président, quelle que soit sa souveraineté, les membres de cette juridiction, quelle que soit leur souveraineté, dès lors qu'ils rendent une décision, cette décision s'impose à eux comme à toute autre personne. Alors, il en est de même en ce qui concerne une consigne générale. Dès lors que le président de la République lui-même, d'après vous, parce que lui, il ne l'a pas dit, dès lors que lui-même, il viole une telle consigne, donc il serait l'initiateur. N'est-ce pas, le président de la République, alors apparaît comme étant celui-là même qui était à l'origine du désordre même au sein de l'armée. Oui ou non? Non. Très bien, on continue. Est-ce que vous savez que ce jour-là, M. Moussa Kegboro n'était pas planifié? Est-ce que vous savez que ces forces n'étaient pas planifiées? Vous le savez? Vous savez ça? Oui, j'ai vu, c'est bon. Vous savez que M. Moussa Kegboro et ses forces n'étaient pas planifiées, donc il ne devrait pas participer au maintien d'ordre prévu le 28 septembre 2009. Vous le savez? Mais depuis très longtemps, j'avais tout bien dit ça, que le colonel Tebro et ses hommes ont toujours avec la police pour le maintien d'ordre. Mon colonel, saviez-vous que la gendarmerie à l'époque était dirigée par le général Ibrahima Baldé en tant que chef d'état-major? Lorsque il y a une décision qui est prise, et je vais vous donner lecture de son PV d'audition en date du 26 juin 2013. Alors, dans ce PV d'audition, il a déclaré ceci. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Est-ce que ici, parmi les forces de la gendarmerie qui étaient planifiées, est-ce qu'on a entendu parler ici des services spéciaux de M. Kegboro? Est-ce qu'on en a entendu parler? Je n'ai pas de réponse pour ça. Donc ça veut dire que, en votre temps, alors chaque gendarme, chaque militaire faisait ce que bon lui semblait. Ça veut dire qu'au sein de la gendarmerie, on faisait ce que bon lui semblait. Est-ce que vous savez que M. Kegboro, en ce moment, alors relevait de la présidence et non de la gendarmerie? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien, très bien. J'aime bien ça. Pas de réponse. Voilà. Êtes-vous d'accord avec moi que dès lors que M. Moussa Kegboro, n'étant pas planifié, ni lui et ses hommes,
qu'en se retrouvant, en se rendant au stade du 28 septembre, qu'il a violé une consigne générale, au même titre que vous et le président Dadis. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Très bien. Et lorsqu'on vous parlait ici, de l'autre côté, des noms, on a eu à parler d'un certain Bamba. Et on vous a demandé si vous connaissez Bamba Dolamou. Vous avez dit non, que Bamba que vous connaissez est Konyanké, il n'est pas Dolamou. Vous confirmez cela? Je confirme parce que le nom mais Bamba, j'ai bien dit que c'est un ami. Lui, voilà. Il est lieutenant-colonel, il est vers l'Ouest. Très bien, ça veut dire que les magistrats instructeurs n'ont pas entendu le bon Bamba. Merci pour cette réponse quand même. Hein? C'est pas le bon Bamba. Voilà. Et savez-vous qu'un passeport est strictement privé? Un passeport. Vous le savez? Reprenez la question. Le passeport. Vous savez qu'un passeport est un document qui est strictement privé. Vous le savez au moins? Je sais, un passeport, c'est privé. Très bien. Alors, hier ici, la défense de M. Dadis a fait état d'un passeport comme étant une preuve d'un prétendu complot. Et en le faisant, est-ce que vous êtes d'accord qu'un passeport qui est strictement privé peut être considéré comme étant la preuve d'un complot? Oui? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien, monsieur.